une journée spéciale, un lancement en avant-première de la semaine de la QVCT un peu en avance avec Bimalaya. Vous savez que la semaine officielle, c'est du 16 au 20 juin. La semaine prochaine, nous, on était trop impatients. On n'a pas pu attendre. C'est aujourd'hui que ça commence chez nous. Ce matin, on a eu la chance et l'honneur d'avoir une intervention, je le disais, d'Antoine Caron, ostéopathe, praticien en Qigong. Très, très intéressante présentation. On continue cet après-midi avec Lélia. Lélia Céric Petit. On fait le grand écart, un sujet qui n'a rien à voir. Le management, l'isolement, la solitude des managers. Angle mort de la QVCT, nous interroge Lélia. On verra des pistes de réponse. Bienvenue Lélia, comment tu vas? Bonjour à tous et à tous, merci, ça va, merci. Et toi? Bah, ça va pas mal. Comme je le disais à nos participants, on est parti sur les chapeaux de roue. Très, très gros niveau. La barre est haute, Lélia. Bien sûr, je te mets pas de pression. Non. Bon, on a accueilli pendant ce petit temps d'attente de nouveaux arrivants. Merci à eux. On accueille Paul, on accueille Gaston, on accueille Alison et j'en passe. Vous êtes au bon endroit. Vous voulez parler de l'isolement, de la solitude des managers, c'est au bon endroit. Je présente très rapidement notre agence formation conseil, Bimalaya. Mais très rapidement, le but, c'est pas nous. Le but aujourd'hui, c'est de vous délivrer quelque chose et quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai essayé d'être rapide et de pas perdre trop de temps. On a annoncé 1 heure, on va essayer de s'y tenir. Je vous cache pas qu'on a un tout petit peu débordé ce matin, mais c'est parce qu'il y a eu des questions, parce que c'était passionnant. Donc, je vous invite pareil à poser des questions, bien sûr, dans ce chat, à réagir en conversation pour ceux qui ne sont pas habitués avec Teams. Vous allez sur la touche conversation, vous écrivez tout ce que vous voulez, vous réagissez, vous nous posez des questions, vous jetez un petit coup d'œil, on y met des liens, bien sûr. Bon, on va y aller. On vous a concocté, on verra un petit programme très intéressant pour toute la semaine. Yasmine et moi. Yasmine Gaudron, fondatrice, directrice de Bimalaya. Ensemble, on a essayé d'aller sur des sujets assez variés, riches, qui couvrent ce qu'on appelle la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. C'est pour ça qu'il y a un programme riche. C'est pour ça que ce matin, on parlait de TMS et que cet après-midi, on parle management. Allez, c'est parti. J'ai dit que je ne m'égarais pas, que je ne perdais pas trop de temps. J'étais en train de commencer à le faire. C'est parti. Je tiens tout de suite à remercier et à signaler la présence de nos partenaires, le groupe Vive 3, Centre Val-de-Loire. Je salue également, bien sûr, l'ensemble du groupe Vive 3 au niveau national et je salue le groupe Vive, un acteur important de la QVCT. C'est important chez eux, évidemment, la qualité de vie et les conditions de travail, un acteur important de la santé au travail, un acteur important de la santé tout court, acteur important de l'économie sociale et solidaire, groupe sur le sanitaire et social, sur le soin en ce qui concerne la branche Vive 3. Donc on avait du monde ce matin, on a du monde aujourd'hui et on le sait, ils seront très 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 nombreux à nous suivre en replay. Donc je les salue déjà chaleureusement. Et je resalue Macéo, je vois Macéo était là ce matin, je le vois cet après-midi, ça fait plaisir. Le programme, rapidement. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a eu une session sur les TMS, la prévention, la gestion des TMS grâce au Qigong. Cet après-midi, tous ensemble, tout de suite maintenant, vous êtes venus voir les LIA, vous êtes venus entendre parler, vous êtes venus attraper quelques bonnes idées, quelques bonnes pratiques, quelques tips sur l'isolement, la solitude des managers. Et puis, je vous laisse quelques secondes regarder, bien sûr, l'ensemble de ce programme qu'on vous a concocté du 16 au 19 juin. 2 webinaires par jour, 10 experts, 10 webinaires. On l'a dit, on est adepte du grand écart. C'est grâce à notre équipe. Une centaine de formateurs, experts dans leur domaine, éparpillés partout en France. Ça nous permet de pouvoir justement aller des TMS jusqu'au management, de l'intelligence émotionnelle jusqu'à l'intelligence collective, de la sécurité jusqu'aux ressources humaines, etc., etc. Donc là, nous, ce qui nous réunit cette semaine, c'est la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail. On parlera, vous le voyez, d'équilibre vie pro, vie privée. On parlera de stress et tension. On parlera de comment réagir face à quelqu'un qui est en détresse, en pleurs. On parlera d'assertivité, de communication. On parlera de créativité, de design thinking. On parlera beaucoup de management. On parlera, bien sûr, de risques psychosociaux avec l'intervention exclusive, inédite. Un témoignage vu de l'intérieur de la crise France Télécom.
l'ancienne directrice com interne de France Télécom, tout simplement, qui fait partie de l'équipe. Et on en est fiers. Et elle nous fait l'honneur de ce premier témoignage public sur ce sujet ô combien important et chaud. Donc ça aura lieu le 18 juin à 14h, soyez présents. Il est encore temps, bien sûr, et on vous met tout ça en chat, de vous inscrire pour toutes ces sessions. Vous êtes inscrits ici, vous aurez le replay. Vous aurez tout ce qu'on va évoquer, on va voir, Lélia va nous en donner, vous allez voir. Lélia, merci à toi, on l'a déjà dit. Merci à Aurélia Performance. Merci de nous avoir aidé à concocter ce programme aujourd'hui. L'isolement des managers, l'angle mort de la QVCT, on va voir, c'est un vaste sujet et ça vous a attiré en nombre, on l'a dit. J'ai dit que je ne perdais pas de temps. Allez, je ne m'étends pas. Bien sûr, on a des pôles larges sur Bimalaya. Notre spécificité, ça reste d'être actif sur du sur-mesure. On étudie toutes les demandes. On fait du sur-mesure, du orienté terrain, pragmatique. C'est du cousu humain. On va sur tous les sujets. Notre force, c'est la transformation. Ce qui nous intéresse, c'est de transformer. Niveau individuel, niveau collectif. On transforme les individus, on aide à ça. On transforme dans les équipes, dans les structures, dans les entreprises, dans les organisations et tous secteurs d'activité confondus, comme vous êtes d'ailleurs aujourd'hui représentés. On a des gens de l'industrie, on a des gens des services du tertiaire, on l'a dit, on a des gens dans le médical, on a des infirmiers, on a des responsables QHSE aujourd'hui, on a des responsables QVCT, on a des responsables RH, on a des opérateurs, on a des chefs d'équipe. On a une grande diversité de publics et ça fait plaisir. On a une expérience. J'ai dit, on est une jeune agence, formation conseil, mais on a déjà une forte expérience. Et sur la transformation, on a des valeurs fortes. Et la QVCT, c'est quelque chose qu'on voulait porter haut et fort. C'est pour ça qu'on est tous réunis ici aujourd'hui et qu'on a fait ce programme riche toute cette semaine, qu'on a concocté ça pour vous. Nos thématiques, je ne reviens pas dessus. On a un site internet super joli, super intuitif. Je vous laisserai aller le découvrir de vous-même. On a un pôle spécifique bien-être et efficience, inspiré, orienté des sagesses orientales et des arts martiaux. Ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à ça. On a un pôle, bien sûr, conseil, coaching. Lélia, ça y est, je crois que j'ai déjà trop parlé et j'ai pas envie de faire fuir tout le monde avant que tu aies pu commencer à nous délivrer ce que tu as à nous délivrer. Et je sais, moi, parce que je suis un petit vénard, qu'il y a du lourd. Il y a du lourd, reste avec nous. On va vous solliciter dans le chat. Lélia posera des questions. Je serai là pour faire le lien. Posez des questions tout du long. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Il est déjà 14h14, Lélia. Je me lance? À toi. Bienvenue, Allez, Lélia. je vous partage mon écran. Est-ce que c'est OK pour le partage d'écran? C'est parfait. OK. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Bruno pour cette introduction. Je vais me présenter assez rapidement. Je suis coach et consultante en management et organisation et je suis également formatrice sur les thématiques de management, efficacité professionnelle et communication interpersonnelle, puisque tout ça est toujours bien lié. Et mon rôle, c'est d'accompagner au quotidien les dirigeants, les managers, par extension leurs équipes, vraiment sur leurs enjeux du quotidien, posture, gestion des conflits, gestion du temps et des priorités, etc. Et je ne vais pas toutes les citer, sinon on pourra y passer du temps. L'idée, c'est que pendant ces quelques minutes, je puisse vous apporter un certain nombre de clés. La thématique, c'est l'isolement des managers, angle mort de la QVCT. Et on va essayer de découvrir un petit peu tout ça. Alors, pour moi, avant d'évoquer des solutions, toute solution commence par identifier vraiment le contexte, comprendre le contexte, identifier, comprendre les enjeux. Donc, c'est ce qu'on va faire sur toute la partie du webinaire. Et promis, sur la seconde partie, je vous donnerai quelques leviers d'action.
Mais avant, moi, j'aime bien savoir à qui je parle. Est-ce que vous pourriez prendre une minute dans le chat pour me dire qui vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt sur une fonction RH, dirigeant, manager ou autre? Et responsable QVT peut-être. N'hésitez pas à le préciser. Alors, ça me permettra aussi d'adapter. Je ne vais pas refaire tout le webinaire, mais ça me permettra de prendre en compte tout le monde. Responsable formation, manager, manager. J'attends quelques secondes. Chargé de mission QVCT. On a aussi des OK, donc on a... spécialistes aujourd'hui, Lélia, tu as vu? Oui. OK, donc ce webinaire, je l'ai tourné notamment au niveau des leviers, vous le verrez, plutôt orienté fonction de direction, fonction RH, fonction QVCT. Mais il y a certainement, et si oui, il y a des managers qui écoutent, coach également et formateurs. Il y a des managers qui écoutent. N'hésitez pas, l'idée c'est vraiment d'aller piocher, soit de vous orienter vers votre direction. Bon, l'idée c'est pas de lever mais de vous orienter de façon constructive pour organiser des choses en interne, soit d'aller piocher dans des tips et dans des leviers pour agir aussi individuellement. Alors, déjà, ce que j'aimerais mettre en exergue, c'est que l'isolement des managers, c'est un malaise discret. On en parle peu. Et c'est aussi pour ça que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui. Pourtant, c'est un malaise qui est bien réel. Selon le dernier baromètre Alan, il y a 41% des managers qui se sentent isolés, un tiers qui demande plus de soutien de sa hiérarchie, un quart qui dit manquer d'accompagnement et 62% qui se disent stressés. Et là, je vais de nouveau vous questionner. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis dans le chat. Selon vous, dans quel type de situation, qu'est-ce qui fait qu'un manager ou qu'une manager peut se sentir seule ou isolée? Et là, je peux laisser aussi quelques minutes, une minute pour pouvoir répondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait des managers, après des coachs également, des responsables. Dans quel type de situation on peut se sentir seul? Alors, je parle de management par extension. Il y a des situations qui sont communes avec différents postes, mais je vois que Laurent s'écrit Ça frémit, on va nous donner des situations, Lélia. tout le temps. OK. Manque de soutien, effectivement. Je laisse encore une réponse et puis je vais poursuivre parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Merci Laurent, c'est ce que tu nous réponds est le fruit de ton expérience. C'est précieux. Je vois qu'il y a encore un ou deux participants qui sont en Je, train de... On les laisse répondre, Lélia, et puis tu... Oui, je vais poursuivre et puis on aura l'occasion d'échanger. Alors, effectivement, il y a différentes situations qu'on va évoquer ensemble, des situations diverses qui sont aussi propres, qui sont systémiques, qui sont propres aux managers. Tout le monde ne va pas vivre la même situation avec les mêmes causes, les mêmes raisons. Mais c'est souvent le doute, des attentes qui sont parfois floues, voire contradictoires, on va en parler, et la gestion des situations et des personnalités complexes. Je vais vous donner quelques exemples parce que j'aime beaucoup imager. Le manager qui doit porter seul une décision qu'il n'a pas prise. Le manager qui est là face à son équipe et qui sent un désaccord dans chaque regard de l'équipe, mais il est là seul face à tout ça. Ou alors le manager qui, sur une situation donnée, qui écoute, qui encaisse, qui temporise, mais à l'extérieur, personne ne voit l'effort que ça peut lui demander. Voilà, ces différentes situations comme celle-ci. Et puis, si on creuse un petit peu, en fait, d'abord, c'est avant tout une pression
extérieur. Un isolement qui est de fait en fait par sa position hiérarchique. Il est pris en étau entre, alors tout à l'heure Bruno parlait de grand écart, voilà, on l'illustre. Il est pris en étau entre d'un côté la direction, de l'autre côté les collaborateurs. Et d'un côté les attentes de la direction, de l'autre côté les attentes des collaborateurs qui évoluent et de plus en plus depuis la crise sanitaire. Il doit tenir des objectifs, ce qui est normal, hein, je ne cherche pas à débattre là-dessus, mais il doit tenir d'un côté des objectifs opérationnels. Il doit piloter le changement, respecter les process et voilà, garantir une performance collective. De l'autre côté, les collaborateurs attendent de lui de la reconnaissance, de l'écoute et cette capacité à s'adapter à chaque individu. Et côté direction, on a 80% des décideurs, selon le dernier baromètre Segos, 80% des décideurs RH qui reconnaissent le rôle clé des managers dans la gestion des RH. Donc, le rôle s'étend. Et de l'autre, 65% des collaborateurs attendent de leur manager qu'ils sachent écouter, soutenir, motiver avant même de piloter la performance. Et au milieu, on a le manager, on a un quart des managers qui jugent difficile la conciliation entre les deux. Toujours au niveau extérieur, comme je vous l'ai dit, on a un contexte en fait qui est mouvant. On entend de plus en plus parler de posture managériale, de manager leader, de manager coach, de manager facilitateur, et j'en passe. Sauf que derrière ces mots galvaudés, il y a un certain nombre d'attentes. Des injonctions qui sont grandissantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Il doit être garant de la performance, porteur de sens, accompagnateur du changement et aussi, dans certains cas, enfin dans beaucoup de situations, garant de la QVCT, donc il doit porter la QVT. Et ces injonctions sont parfois contradictoires. Alors, j'exagère un peu, mais pas tant que ça finalement. On demande aux managers aujourd'hui d'être proche de ses équipes, mais de garder une certaine distance. On lui demande d'être vulnérable pour donner aussi confiance à ses collaborateurs, mais d'être exemplaire. Et finalement, dans tout ça, on a un déséquilibre en fait qui se crée. Et 74% des managers estiment que leur fonction est devenue plus complexe et plus exigeante, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, depuis la crise sanitaire. Donc, on a des attentes qui sont de plus en plus fortes, on a des attentes qui évoluent, on a des attentes qui sont parfois floues. Et derrière, on a ce déséquilibre qui va favoriser l'isolement par saturation mentale, par saturation émotionnelle, par saturation relationnelle, avec parfois, pas toujours, mais avec parfois peu d'espace pour exprimer ses doutes. Et puis, donc là, on a abordé l'externe. À côté de ça, on va avoir quelque chose de plus insidieux. À cette complexité du rôle, on va avoir quelque chose de plus silencieux, de plus intime, de plus invisible et parfois même de plus inconscient. Ce sont souvent ces éléments intérieurs qui, non verbalisés, vont fermer encore plus et vont encore plus impacter la posture managériale. Et parmi ces choses-là, on peut parler des croyances limitantes. Alors, je vous ai mis une citation de Gandhi. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions. Et c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de voir le lien de causalité entre une croyance, qu'on définira juste après, et les actions de la personne en question, et là, en l'occurrence, du manager. Puis une petite citation sur les croyances de Alfred K., je ne prononcerai pas son nom, qui dit « La carte n'est pas le territoire ». Donc là, c'est une métaphore qui est assez intéressante pour montrer que notre vision du monde n'est qu'une interprétation. Chacun a sa propre vision du monde. Pour vous définir plus spécifiquement, la croyance en coaching, c'est une affirmation que l'on tient pour vraie, souvent sans en avoir conscience. La croyance façonne notre manière de voir le monde et d'agir, puisque pour rappel, nos croyances sont nos actes. Et la croyance alors on peut avoir des croyances
des croyances qui ne vont pas nous limiter, mais toutes nos croyances, des croyances aidantes, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, toutes nos croyances vont être rassurantes, structurantes, porteuses de sens, elles vont donner du sens à nos actions. Pour autant, elles sont limitantes lorsqu'elles freinent nos possibilités et lorsqu'elles nous empêchent d'évoluer. Alors en management, ça peut être, je dois être irréprochable, je dois tout gérer seul, je ne peux pas montrer mes émotions. Et si je demande de l'aide, on pensera que je suis incompétent. Donc ces croyances limitantes, elles agissent comme des filtres, elles vont figer la posture managériale, elles vont freiner l'expression des besoins, et tout ça mis bout à bout, ça va renforcer la solitude du manager. Autre élément intérieur, qui est parfois la conséquence, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou beaucoup, qui est parfois la conséquence d'une croyance, mais qui peut être aussi liée à notre histoire, à nos expériences, à des stéréotypes de société. C'est le fameux phénomène de l'imposteur, qu'on appelle également le syndrome de l'imposteur. On le définit ainsi, c'est le sentiment persistant de doute concernant ses propres compétences, sa légitimité, malgré des réussites objectives. Donc, je vais avoir des croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, et si j'ai réussi, c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, parce qu'elles pensent que je suis douée, parce qu'elles n'ont pas vu en fait que j'étais une imposture. Et puis, c'est un tout petit peu grâce à moi. Et en fait, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où j'ai quelque chose à faire, une activité à réaliser. Je vais être anxieux, je vais soit procrastiner, soit me surinvestir. À un moment donné, je vais me surinvestir de toute façon. Et puis, si ça fonctionne, objectivement, factuellement, je vais me dénigrer. Parce que si ça fonctionne, c'est parce que je me suis surinvestie, parce que j'ai eu de la chance, etc., etc. Alors, ça arrive principalement à des managers récemment promus, à des profils autodidactes, à des personnes qui ont une haute exigence personnelle. Alors, imaginez si on est les trois. On a 70% des personnes qui sont touchées au moins une fois par le syndrome de l'imposteur. Et selon une étude pour Capital et Management, c'est 6 managers sur 10 qui sont touchés par le phénomène de l'imposteur, avec des mécanismes que j'ai déjà évoqués, comme l'attribution des réussites à la chance, et aussi le refus de demander de l'aide, ce qui va favoriser l'isolement. On a vu les éléments extérieurs au manager, on a vu les éléments plus internes, plus intérieurs. Et puis, à la croisée entre les deux, il va y avoir des émotions, des réactions, des déséquilibres. Et là, je vous ai mis une petite image d'une personne qui est bancale, parce que tout ça, en fait, on va se retrouver désaligné. On ne sait plus trop où aller, que faire. Et, pardon. Et ce déséquilibre va se traduire par différents comportements, dont le masque professionnel. Le masque professionnel, c'est quoi? C'est l'écart entre ce que l'on montre, ce que l'on affiche, ce qui est visible, et ce que l'on ressent. Ses émotions, ses fragilités, ses doutes, ses croyances, etc. Et on va développer un mécanisme d'adaptation où on va afficher un sourire, une assurance, une maîtrise de soi, même quand on traverse du stress, du doute, etc. Et ça, c'est très important de le savoir. Ça paraît assez simple dit comme ça, mais c'est important de le conscientiser, puisque parfois, c'est dans ces situations-là qu'on ne va pas forcément identifier le manager qui se sent seul. Et puis enfin, je me sens seule, tout simplement parce que je suis seule. Je voulais faire un petit peu le distinguo et insister là-dessus, entre la solitude et l'isolement. La solitude, c'est un sentiment, c'est à l'intérieur. Je doute, je veux pas en parler, etc. L'isolement, c'est une réalité objective. Je suis physiquement seule, j'ai pas de réseau de soutien et c'est constatable de l'extérieur. Les deux fragilisent le rôle managérial et la posture managériale. La solitude peut être passagère, contextuelle. Je ne suis pas en train de dire que tous les managers sont seuls tout le temps et que c'est l'horreur. Ça peut être parfois plus ponctuel, mais ponctuel, même si c'est que sur un mois, sur un projet, sur 2 mois, etc., ça peut avoir des conséquences. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a des effets derrière ça.
Et c'est important de l'identifier. Et j'aimerais, faire un petit focus sur le modèle de Karasek. En fait, pourquoi je vous présente le modèle de Karasek? Pour deux raisons. La première, c'est pour expliquer en quoi on est en plein dans un sujet de QVCT, même si ça me paraît évident. Et la deuxième, c'est pour montrer l'importance du soutien social. Le modèle de Karasek, en fait, il permet d'analyser le stress au travail. Il a été développé fin des années 70 par Robert Karasek et il a été modélisé sous forme de questionnaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour parler de Karasek, mais grosso modo, qu'est-ce que ça dit? À partir d'un certain nombre de questions, on va identifier, évaluer différentes situations de travail à partir de deux dimensions. La demande psychologique. Ça va être les exigences, les délais, le rythme, la complexité, la charge de travail. Et la deuxième dimension, c'est la latitude décisionnelle. Est-ce que je suis autonome pour travailler, pour organiser mon emploi du temps? Et quand je suis manager, est-ce que je suis intégrée dans les décisions que je dois porter? Et clairement, le manager va soit se retrouver ici, s'il a une certaine latitude décisionnelle, soit ici. Le modèle a évolué avec le temps et une troisième dimension a été ajoutée, c'est la dimension du soutien social. Donc là, on retrouve mes situations, mes deux dimensions. Et puis avec le soutien social, le soutien social va soit amortir ce stress au travail, soit l'intensifier. J'ai beaucoup parlé seule et moi, j'aimerais vous entendre, vous lire en tout cas dans le chat. Solitude, isolement, selon vous, quels effets ça peut avoir? Solitude, isolement, quelles conséquences dans vos quotidiens? Quelle réalité vécue? Donnez du grain à moudre à Lélia, s'il vous plaît. Perte de légitimité, nous dit Paul. Tout à fait. Je poursuis. Il y a un certain, il y a des conséquences. Moi, j'en ai identifié certaines. Mais effectivement, c'est assez large parce qu'en fait, comme tout en fait sur ces sujets-là, il y a autant de causes, il y a autant de conséquences qu'il y a de situations, qu'il y a de managers, qu'il y a de structures. Épuisement pro, dépression, burn-out, effectivement. Oui, je vous rejoins. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'il y a des conséquences déjà donc à plusieurs niveaux, au niveau psychologique, psychique et au niveau de la performance de l'entreprise. Et j'ai un effet à tous les niveaux hiérarchiques, au niveau individuel, conflit et dépression. Au niveau individuel, effectivement, certes, il va y avoir des conséquences sur le manager, ça c'est indéniable. Épuisement émotionnel, épuisement pro, charge mentale croissante, perte de confiance en soi, isolement dans la prise de décision, donc sentiment de porter seul le poids de l'équipe, etc., etc. Au niveau ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y aura des conséquences aussi au niveau de l'équipe, en fait. Sur les collaborateurs, une posture managériale instable, c'est un sentiment d'insécurité et de flou dans les attentes. Moins d'écoute, moins de régulation, c'est des tensions internes derrière. C'est aussi un effet miroir. Un manager qui est dans une situation de mal-être, il y a un effet miroir il y a potentiellement un effet miroir sur les équipes. Mais aussi, il y a un enjeu sur la performance globale, sur la performance collective. Une communication floue entraîne une perte de temps, d'énergie, d'efficience, moins de prise d'initiative, moins de créativité, des conflits, des problématiques, des dysfonctionnements qui sont gérés de façon trop latente, etc., etc. Alors, quel levier d'action? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que vous avez une idée, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont mis en place des choses dans leur structure pour lever un petit peu cet isolement ou cette solitude? Environnement de travail instable et non productif, oui. Dans leur structure ou à leur niveau?
individuellement? Oui, ou alors niveau, oui, pardon. Ou est-ce que vous avez simplement une idée, hein? Communauté de pairs? Très bonne idée. Steve nous parle de communauté de pairs, bien sûr, rompre Je vais vous l'isolement. laisser la main sur le webinaire, Steve. Effectivement. Je poursuis, mais n'hésitez pas, hein, à poursuivre dans le chat, ça peut faire aussi l'objet d'un échange. Alors, avant de vous apporter des différents leviers, j'aimerais préciser que l'idée, c'est de... Voilà, on a identifié les problématiques, enfin une partie des problématiques possibles, des causes en tout cas possibles, des attentes qui sont parfois floues, un rôle qui est parfois flou, des croyances, alignements, postures, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher, d'aller nourrir ces besoins qui sont derrière tout ça. Le manager a besoin de clarté. Il a clairement besoin de savoir ce qu'on attend de lui. Le manager a besoin de soutien. Oui, c'est un être humain qui a besoin de soutien humain, émotionnel, relationnel, de reconnaissance, de légitimité, de confiance en soi et de ressources. Donc, j'ai essayé d'identifier vraiment les leviers et de vous fournir les leviers qui vous permettront d'aller cocher un petit peu ces différents aspects. Je veux quand même insister sur 2 points. Le premier, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste vraiment, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les managers se sentent seuls ou isolés, que tous vivent une situation de solitude chronique, mais il est indispensable de mettre en place des leviers. Si tout va bien, et c'est tant mieux, il faut agir en mode préventif. Si on a une situation ou un cas qui se présente, l'idée c'est de pouvoir intervenir et d'agir encore plus fortement si on est sur une situation chronique, sur une situation de longue durée. Le deuxième point que je veux mettre en avant, c'est que on ne pourra rien mettre en place dès lors qu'il n'y a pas ces 3 éléments de réunis. Un diagnostic de l'existant. 2, un questionnement des pratiques, un questionnement des collaborateurs, un questionnement des managers. Global, systémique. Et 3, une co-construction. Parce qu'on peut mettre en place plein de choses. Si ce n'est pas co-construit, c'est la perte de temps, d'énergie et potentiellement d'argent. Donc, je tiens à repréciser dans les leviers, hein, s'il y a des personnes qui ne sont pas sur des fonctions décisionnaires ou des fonctions RH, etc., n'hésitez pas, même en tant que manager, à aller piocher ce qui vous correspond à votre niveau d'action. Alors, j'ai vu ces leviers comme une valise. Je tiens à le préciser, qu'on ne se dise pas pourquoi il y a une valise. Oui, j'ai envie de partir en vacances, mais l'idée, c'est de vous fournir une petite valise qu'on vous remettra et on en rediscutera après. Le premier levier à mettre dans la valise, c'est la clarification des rôles. Clarifier les rôles, offrir des repères pour ne pas se sentir perdu, pour être plus aligné et pour ramollir les fameuses croyances limitantes qu'on a évoquées tout à l'heure. Dans ces leviers, plusieurs outils. 2 outils qui sont pour moi complémentaires, c'est le référentiel managérial et la charte managériale. Donc, par référentiel managérial, j'entends construire, même co-construire un référentiel managérial qu'il faut voir comme une boussole de l'opérationnel. Le référentiel managérial, il sert vraiment à traduire les attentes en comportement observable, en savoir-faire, en savoir-être. Et l'idée, c'est de clarifier, que le manager sache où il se situe et où il est censé se situer. Donc, parmi les étapes de la construction et de la co-construction, l'idée, c'est en premier point de définir les grands principes managériaux. Ça va être les grandes catégories que vous allez avoir sur ce référentiel. Par exemple, favoriser la coopération au sein de l'équipe. Ça peut être une grande thématique. Je vous conseille de ne pas faire plus de 6, 8 thématiques. Deuxième étape, les compétences attendues. Ça va être vraiment les savoir-faire, savoir-être qui permettent d'incarner le principe qu'on a vu juste avant. Il faut voir vraiment les choses, tout ça comme un entonnoir. Et ils peuvent être listés sous forme de verbes d'action. Donc, par exemple, pour favoriser la coopération, ça peut être créer un climat de confiance, gérer les tensions avec diplomatie, etc.
Et le troisième point, donc on arrive de façon un peu plus fine, ça va être tout ce qui est comportement observable, indicateur. Donc, c'est le niveau le plus concret, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on peut mesurer, et c'est vraiment ce qui va donner la base à l'évaluation, entre autres. Donc, le référentiel managérial, pourquoi? Pour clarifier le cadre du manager, de ce qui est attendu, pour traduire tout ça en critères observables. Et en plus, ça permet de recruter, de piloter, de former, d'accompagner, d'évaluer, mais aussi et surtout de s'auto-évaluer. Ça permet au manager vraiment de s'identifier, de se situer dans tout ça. Le deuxième outil dans cette catégorie-là, dans ce levier, c'est la charte managériale. Donc là, on est plus sur une boussole éthique et d'engagement. La charte managériale, elle va vraiment exprimer les valeurs et les engagements fondamentaux du management. Chez nous, manager, c'est quoi, de quelle façon, avec quelles valeurs? La charte managériale, elle va vraiment incarner la posture attendue, la culture partagée. Et là, on n'est plus uniquement sur des compétences, on est vraiment sur le sens et la valeur. Et les engagements collectifs, bien évidemment, au niveau organisation et au niveau des différents managers, s'il y en a plusieurs dans votre structure. Et tout ça, pareil, ça va permettre de donner du sens à la posture, du sens au quotidien d'ailleurs, aux décisions, un cadre d'engagement partagé et nourrir des réflexes managériaux. Donc, quand j'ai des réflexes, je suis moins bancale et je ne vais pas vous refaire tout le cheminement avec l'isolement. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment des conditions de réussite à ces outils-là pour ne pas perdre du temps et de l'énergie. Ils doivent être visibles, affichés, évoqués, mentionnés. La charte, on est sur un format A4, hein, contrairement au référentiel. Ils doivent être mobilisés en atelier, en formation. Tiens, on va aller récupérer le référentiel, on va travailler sur la charte. Il faut que les personnes concernées, là en l'occurrence les managers, puissent se les approprier. Et il faut qu'ils soient co-construits. Levier-là, mettez en place, si vous voulez, des ateliers croyances et représentations pour aller ramollir, pour aller casser un petit peu ces croyances limitantes, pour aller déconstruire ce que les managers croient devoir faire, croient devoir être, ce qu'ils s'interdisent de faire, pour mettre à plat toutes les injonctions contradictoires. Deuxième levier, créer des espaces de soutien et d'échange. Et c'est Steve, je crois, tout à l'heure, qui avait parlé de la communauté de pairs. Effectivement, ça en fait partie, selon moi. Entre pairs, en interne, en externe, en individuel, en collectif. Ce que je préconise, c'est de désigner des pairs référents, formés à l'écoute. De mettre en place des ateliers de co-développement. L'idée, là, c'est vraiment de prendre du recul pour mieux comprendre sa pratique, pour agir autrement. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de structuré, hein, co-développement. C'est une méthode en 6 étapes qui permet voilà, vraiment de travailler entre pairs. L'analyse des pratiques professionnelles, là aussi, on est sur quelque chose de structuré, mais pour le coup, on est sur une démarche plus réflexive. On va vraiment viser le développement professionnel, le soutien et le renforcement de la posture. Je préconise encore une fois, venez piocher, il y a plein d'autres choses à mettre en place, mais je préconise la mise en place de café manager, 30-40 minutes, de façon régulière, sans enjeu de performance derrière. Sortir, aller voir des réseaux externes, des clubs de pairs, et le coaching professionnel qui va permettre de ramollir ses croyances et prendre du recul. Donc tout ça mis bout à bout, ça permet de rompre l'isolement ou le sentiment ou la solitude, favoriser la reliance horizontale, partager les bonnes pratiques, prendre du recul, ramollir les croyances et être dans une démarche réflexive et de solution. Troisième levier, développer une culture du feedback. Pardon. Et j'ai dit culture, je n'ai pas dit développer le feedback, j'ai dit développer une culture du feedback. L'idée, c'est de créer une culture durable et de ne pas être sur du one-shot.
d'encourager le feedback dans toutes les directions. La direction, les services RH, etc., à destination des managers, bien sûr, les managers à destination des collaborateurs, bien sûr, mais aussi et surtout des collaborateurs à destination du manager. Encore une fois, ça permet de casser le doute, la croyance, etc. Et ça permet d'enlever beaucoup de poids et de choses qui sont à l'intérieur. Former les équipes au feedback, à donner du feedback et à recevoir du feedback. Et c'est ce qui permet vraiment d'ancrer dans une culture du feedback. Et on peut s'appuyer sur des méthodes ou des outils plus concrets avec des rituels réguliers, par exemple le feedback minute que vous pouvez mettre en place le lundi matin ou chaque matin en fonction de votre structure, et des outils tirés du coaching comme l'échelle de satisfaction ou des rétrospectives d'équipe. Quatrième et dernier levier à mettre dans sa valise, fournir des ressources concrètes, accessibles et continues. J'ai pas mis que ressources, j'ai mis concrètes, accessibles et continues. Dans ces ressources, on peut retrouver des formations ciblées pour travailler sur la posture, les situations complexes et pour aller vaincre le fameux syndrome de l'imposteur, pardon. Une boîte à outils opérationnelle, vraiment pour agir au quotidien. Dans la boîte à outils, on peut retrouver des trames et des matrices. Ça peut être sur Eisenhower, des trames sur, tout à l'heure je parlais de feedback sur la méthode DESC, etc. Des outils d'animation sur des icebreakers, des méthodes d'équipe, des rituels collaboratifs, des outils d'écoute active, reformulation, questionnement, feedback structuré, ou des ressources à consulter en autonomie, des fiches pratiques par exemple. Tout ça, en fait, ça va permettre de sécuriser la posture, de rassurer, d'avoir des réflexes aussi, des réflexes au quotidien. Parce que quand les choses sont pas naturelles, c'est là où c'est problématique et que c'est bancal. Plus on va faire les choses de façon naturelle, plus ça va être simple et moins je vais me noyer dans mes pensées, dans mes croyances, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des grilles de lecture. Et en plus, c'est dans la continuité du référentiel managérial. Attention, encore une fois, pour moi, il n'y a aucun intérêt à mettre en place ces choses-là ou à fournir des outils. Et quand je dis de fournir des outils, je ne suis pas en train de dire d'aller mettre une boîte à outils que vous allez mettre, je ne sais pas combien de mois à développer, qui va être dans un drive d'entreprise. Alors, on peut la stocker, bien évidemment, mais si on ne les fait pas vivre, si on ne les ressort pas à chaque réunion, atelier, dans le quotidien, même la formation, ce ne sera pas constructif et évolutif. Donc tout ça va permettre de jouer sur l'imposture, sur le sentiment d'imposture, sur la solitude, la confiance, etc. Chacun de ces leviers, pareil dans les conditions de réussite, moi je vous encourage vraiment à vous poser ces différentes questions. C'est, avant de mettre en place un levier, même d'autres, c'est quel est notre niveau de clarté sur le rôle du manager? Où et quand nos managers peuvent-ils parler librement? Reçoivent-ils du feedback régulier, utile? Et sont-ils réellement outillés pour faire face au quotidien? J'aimerais terminer sur un point important. Je ne sais pas si certains connaissent le Kaizen. Pourquoi je vous en parle? Parce que l'idée, en fait, le Kaizen, c'est une approche japonaise qui est centrée sur l'amélioration continue. Et l'idée, c'est d'avancer étape par étape. Il vaut mieux faire un petit peu chaque jour. Vaut mieux se fixer des objectifs concrets à court terme, moyen terme ou long terme et avancer sans rupture de façon régulière dans l'amélioration continue, dans la mise en place des leviers, que de voir gros, de vouloir aller trop vite, aller trop loin, de se dire je vais aller chercher le levier le plus long, si derrière il y a une rupture. Et en fait, le Kaizen, il permet de réduire la résistance au changement et d'ancrer vraiment les pratiques dans le quotidien. Donc moi, je vous pose la question, vous pouvez le dire dans le chat. Heu, Selon vous, quel serait le petit levier, l'outil dans un levier, la petite action que vous pourriez mettre en place dès demain? Je suis assez curieuse de vos réponses.
Quelle petite action mettre dans votre valise? Je crois que j'ai perdu tout le monde. Non, ils réfléchissent parmi l'ampleur et le panel large que tu nous as proposé. Lequel vais-je choisir? Ça se gratte la tête, mais je vois que ça frémit derrière les écrans, Lélia. Ça va te répondre. Paul, Celle de essaie de... manager, ouais. Ouais, pardon. Excuse-moi, Lélia. Café manager. J'aimerais terminer sur un point. Ah, je l'ai oublié celle-là. Pour rester sur le Kaizen et sur la petite action, c'est une citation qui dit: celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse avec ça. Et pour finir, je vous ai réalisé une petite infographie qui reprend un petit peu la valise, la mallette pour accompagner l'isolement des managers. Et voilà, enfin, tu prendras certainement la parole dessus, Bruno, une infographie qu'on peut vous transmettre. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à toi, Lélia. Merci à tous aussi pour vos questions, vos participations. Merci Gaston, merci Steve, merci Laurence, merci Paul. Au revoir à ceux qui doivent y aller, mais restez un instant. On va tout de suite partager un petit cadeau, un petit bonbon, un truc intéressant. En plus de cette valise, bien sûr, en effet, que Lélia nous propose et qu'elle a constituée pour vous en rassemblant toutes les petites affaires qui lui semblaient intéressantes à mettre dans cette valise. On vous la proposera. Vous aurez le replay, vous le savez. On a aussi quelque chose d'autre à vous proposer tout de suite. Et avant de vous laisser partir, on est dans les temps. Et bravo Lélia pour ça. Super timing. On veut vous proposer, celles et ceux qui veulent aller plus loin. On a déjà la possibilité de se retrouver, de vous retrouver avec Lélia sur une journée complète pour aller plus loin sur 2 thématiques qu'on vous propose en exclusivité et avec une offre à moins 15% sur ces journées si vous vous inscrivez dans les 48 heures. Le lundi 7 juillet, prenez date. Une formation en inter-entreprise, en distanciel. Clarifier le rôle et la posture du manager. Un des axes proposés par Lélia qu'on va pouvoir développer. On va tirer la ficelle de ce sujet pendant une journée entière avec Lélia à distance, en visio. Une journée complète, une vraie formation. Et Lélia, merci encore de tout ce que tu nous as livré. C'était riche et détaillé. Pour un webinaire de 45 minutes, chapeau. Chapeau, C'est un Lélia. plaisir. Deuxième sujet, le vendredi 11 juillet, même semaine. On a dit le lundi 7 juillet, clarifier le rôle et la posture du manager. On vous propose aussi, et c'est Lélia, bien sûr, votre serviteuse, qui vous le propose également, les fondamentaux du coaching pour mieux accompagner en interne nos référents, nos tuteurs, nos managers. Les fondamentaux du coaching pour mieux accompagner les référents et tuteurs internes. Là aussi, 15%. Une réaction en moins de 48 heures. On vous demande d'aller sur le formulaire de contact du site Bimalaya, de scanner ce QR code et surtout de ne pas oublier de spécifier le code promo. Bien sûr, Webi2. Webi comme webinaire, bien sûr. Webi2, parce que c'est le deuxième de cette grande série de 10 webinaires que nous vivons actuellement. Code promo Webi2, formulaire de contact sur bimalaya.fr, QR code, vous scannez, vous vous inscrivez, vous aurez 15% et vous allez vivre encore une aventure, une expérience inédite, incroyable avec Lélia qui va dérouler tous ces petits tips qu'elle nous a proposés dans le Et non, détail. j'ai pas tout donné là, ce sera encore mieux. Exactement. Elle nous a juste donné des petites cacahuètes, évidemment, pour nous donner envie. Et voilà, ce n'est pas tout, bien sûr. On a ces 2 grosses offres inédites, exceptionnelles, et avec cette offre promotionnelle de moins 15%, mais vous pouvez aller vous balader, bien sûr, sur le site bimalaya.fr, site très bien fait, très esthétique, très intuitif. Et vous retrouverez un panel de formations intéressantes. On vous en donne 2, 3 ici, 3, 4.
recruter, embarquer, fidéliser, manager une équipe RH au quotidien, préparer, conduire les entretiens, tout type d'entretien évidemment. Ça s'adresse aux managers que vous êtes, aux chefs d'équipe que vous êtes, aux membres de l'équipe RH que vous êtes. Avant de se dire au revoir, je vous rappelle le programme riche on vous a concocté, Yasmine, moi-même et toutes les équipes qui nous entourent. Je les remercie tous, équipe technique, formateurs, experts, intervenants, évidemment, qui ont rendu cette semaine possible. 10 webinaires en 5 jours, 10 experts, croyez-moi, il a fallu que l'on prépare tout ça et c'était riche. Lélia, ça a été? Super, je me suis éclatée. Super. Merci encore à toi, merci de ta générosité. N'hésitez pas à nous contacter. On vous remercie tous. On remercie bien sûr encore une fois le groupe Vive 3 Région Centre-Val de Loire, partenaire ô combien important. Et on sait que vous êtes nombreux à nous regarder. On sait que vous allez être des dizaines, des centaines, voire des milliers du groupe au national à nous regarder en replay. Et merci pour ça. Et surtout, on espère que ça vous sera utile, que vous avez trouvé ça intéressant.